Bonjour à tous. Goedemorgen iedereen. Dirk Ramakers, voorzitter van de Taskforce Vaccinatie, is met ons vandaag. Maar we beginnen met Steven van Gucht voor een stand van zaken van de epidemische situatie in ons land. Goedemorgen iedereen, bonjour tout le monde. We beginnen met een update van de cijfers. De plateaufase, die we ondertussen toch al een tijdje kennen, houdt verder aan. De besmettingscijfers kennen nu al een tiental weken een golfbeweging die schommelt tussen weekgemiddelde van 2000 tot 2500 besmettingen per dag. De ziekenhuisopnames en de overlijdens blijven over dezelfde periode eerder licht dalend en dat is goed nieuws. De voorbije week werden er gemiddeld 2324 nieuwe besmettingen per dag vastgesteld. En dat is een toename van 9% in vergelijking met de week ervoor. Er werden echter ook 13% meer testen uitgevoerd. De stijging van het aantal besmettingen houdt daarmee gelijke tred met de stijging van het aantal testen. Dat wil zeggen dat we ons dus nog steeds op een plateau bevinden en dit dankzij onze massale inspanningen. De toename doet zich bijna overal voor, behalve in Antwerpen en het Brussels hoofdstedelijk gewest. De grote toename die we vorige week zagen in Limburg is ondertussen teruggevallen tot slechts 8%. Momenteel zien we eerder de grootste stijging in Luxemburg met plus 52%. Over het algemeen lijken de toenames in het aantal besmettingen nu groter in het zuiden dan in het noorden van het land. We zien stijgingen in het aantal besmettingen bij de meeste leeftijdsgroepen, maar de sterkste stijging blijven we zien bij kinderen en tieners met respectievelijk plus 40% en plus 32%. Deze toenames zijn nu wel iets minder uitgesproken dan vorige week. Bij deze jongste leeftijdscategorieën zien we ook nog steeds een toename van het aantal afgenomen testen. De stijging van het aantal vastgestelde besmettingen heeft daarom ongetwijfeld ook te maken met de uitgebreide testcampagnes in onze scholen. De ziekenhuisopnames volgen de dalende trend die eind vorige week reeds was ingezet. De voorbije week waren er gemiddeld 119 nieuwe ziekenhuisopnames per dag en dat is 12% minder dan de week ervoor. Enkel in de provincie Namen zien we nog een toename. Momenteel liggen er 1852 COVID-patiënten in de Belgische ziekenhuizen, waarvan 325 op intensieve zorgen. Het totaalaantal bezette bedden is daarmee verder afgenomen met 5%, terwijl het aantal bezette bedden op intensieve zorgen stabiel is gebleven. De overlijdens blijven rond hetzelfde niveau fluctueren. Gemiddeld vielen er de afgelopen week elke dag 48 overlijdens per dag te betreuren. Dat is 6% lager dan de week ervoor. Vervolgens hebben we ook nog een thema rond maskers. Naar aanleiding van het verplicht gebruik van FFP2-maskers in Duitsland en Oostenrijk en ook naar aanleiding van het opduiken van meer besmettelijke varianten van het coronavirus, heeft de Risk Assessment Groep een nieuw advies gemaakt rond het gebruik van mondmaskers. Dit advies zal binnenkort gepubliceerd worden. De belangrijkste punten uit dit advies zijn de volgende. Ten eerste, stoffen maskers of wegwerpmaskers zijn nog steeds de standaardkeuze. Stoffen maskers voldoen ook nog steeds goed. Een wegwerpmasker is niet noodzakelijk beter. Ten tweede, sjaals, nekwarmers, bandana's mogen niet meer gebruikt worden als alternatief voor een masker.
In het verleden was dat mogelijk omdat er een relatief tekort was aan maskers, maar die tekorten zijn ondertussen opgelost. FFP2-maskers worden niet aanbevolen voor de algemene bevolking. Ze zijn duur, ze kunnen niet hergebruikt worden en ze zijn oncomfortabel om dragen. Maskers met een uitlaatventiel mogen niet gebruikt worden. Deze ventielen vind je typisch op industriële maskers die je bijvoorbeeld bij de doe-het-zelver kan kopen. Onze druppels kunnen ontsnappen via dit ventiel en zo de mensen in onze directe omgeving besmetten. Een ventiel is dus niet oké. Als algemene regel wil de RAG herhalen dat niet het type masker, maar wel hoe en waar dat we het masker dragen het belangrijkste is. Ter herinnering, maskers moeten gedragen worden door alle personen ouder dan 12 jaar, in de klas in de middelbare school, op het openbaar vervoer, in de winkel, binnen in een publieke ruimte, denk maar aan een postkantoor, een station of een gemeentehuis, en in de open lucht wanneer we de afstand van 1,5 meter niet kunnen garanderen. Bijvoorbeeld in een drukke winkelstraat. Sommige steden of gemeenten hebben weliswaar een meer algemene mondmaskerplicht ingevoerd voor alle straten. Het nieuwe RAG-advies raadt nu ook aan om een masker op kantoor te dragen of in een gesloten ruimte die we delen met mensen van buiten ons eigen huishouden. Ook als de afstand groter dan 1,5 meter is. En dit in het bijzonder wanneer we in deze ruimtes gedurende lange tijd verblijven, wanneer daar veel gepraat wordt en de verluchting ontoereikend is of niet kan gecontroleerd worden. Vervolgens willen we ook nog wat tips meegeven betreft het correct gebruik van een masker. Een masker moet in eerste instantie goed aansluiten aan ons gezicht. Kies daarom steeds een masker met de gepaste grootte. Het masker moet over de neus en onder de kin gedragen worden. Het is dus heel belangrijk dat het masker over de neus gedragen wordt en niet eronder. Aan de zijkanten moet het masker steeds goed aansluiten. Kies ook best een masker met een neusbrug. Dit laat een betere pasvorm toe. Een neusbrug is een metalen stukje aan de bovenkant van het masker dat toelaat om het masker te plooien rond de neus. Denk er ook steeds aan om deze neusbrug goed rond de neus te plooien. Indien mogelijk, was of ontsmet uw handen voor het opzetten van het masker en na het afzetten van het masker. We beseffen dat dat niet altijd mogelijk is, maar indien mogelijk is het steeds aan te raden. Het is daarom ook belangrijk dat er alcoholgel wordt ter beschikking gesteld op openbare plaatsen, zoals stations of bijvoorbeeld een postkantoor. Mondmaskers mogen bewaard worden in een jaszak of in een broekzak, maar we leggen ze best niet neer op een tafel of een gedeeld oppervlak. Indien u ze toch op een tafel heeft gelegd, wordt deze best gereinigd. Denk er ook aan om een stoffen mondmasker regelmatig te vervangen, zeker wanneer dit zichtbaar bevuild is, en vervolgens te wassen op 60 graden. Zet uw masker niet af wanneer u begint te praten. Ook niet wanneer u telefoneert. Het is net tijdens het praten dat we het meeste druppels uitstoten en het is net op dat moment dat het masker zijn grootste nut bewijst. Wanneer we het masker afzetten voor een sigaret, eten of drinken, bijvoorbeeld tijdens een werkpauze, is het belangrijk dat we dat op een veilige afstand van 1,5 meter doen van onze collega's.
Vaak zien we dat mensen elkaar besmetten op het werk tijdens de pauze of de lunch. Mensen willen even ontsnappen aan het masker bij een koffie of een sigaret. Ze slaan een praatje en besmetten elkaar. Een maskerpauze neem je daarom beter alleen en niet met twee. Doe dit best buiten. En indien er toch gezelschap is, houd dan zeker 1,5 meter afstand. Ten slotte nog wat bijkomende punten betreft FFP2-maskers. We dragen een masker in de eerste plaats om onze druppels bij ons te houden en de ander te beschermen. Dit effect kan je uitstekend bereiken met een gewoon masker. Een FFP2 biedt hiervoor weinig meerwaarde. Het klopt dat een FFP2-masker bescherming kan bieden tegen aerosolen of virusdampen, maar dit is enkel zo wanneer dit masker een correcte pasvorm heeft. In de professionele context wordt die pasvorm beoordeeld met een fittest bij een persoon die glad geschoren is. Zo'n fittest is een heel omslachtige procedure en dit is niet haalbaar voor het algemene publiek. Wanneer het masker niet goed past, dus bij een slechte fittest, moet een andere vorm van masker gekozen en uitgetest worden. In de praktijk blijkt dit het geval te zijn voor 10 tot 20% van de mensen. We mogen vooral ook niet vergeten dat regelmatig verluchten de opbouw van virusdampen of aerosolen kan vermijden. FFP2-maskers zijn vervelend om te dragen, omdat de ademweerstand een stuk groter is. Hierdoor gaan mensen het masker misschien net minder vaak dragen, of onder de neus dragen, of te los dragen. Daardoor vervalt de meerwaarde van dit soort masker. Ook in Duitsland bestaat er momenteel veel discussie over het gebruik van FFP2-maskers door het publiek. De Duitse Vereniging voor Ziekenhuishygiëne roept ondertussen reeds op om de verplichting van FFP2-maskers terug te draaien. Dank u voor uw aandacht. Goedendag iedereen, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors on vous en parle depuis longtemps de ce plateau et effectivement ce plateau il est toujours là, nous nous y maintenons. Ça fait à peu près une dizaine de semaines depuis la fin du mois de novembre que les contaminations connaissent un mouvement oscillant entre 2000 et 2500 nouvelles contaminations par jour. Dans la même période, depuis une dizaine de semaines, les hospitalisations et les décès continuent de diminuer légèrement, lentement, mais c'est la tendance générale depuis lors. En moyenne, nous avons eu 2324 nouvelles contaminations par jour par rapport à la semaine précédente. Ceci est une augmentation, c'est vrai, de 9%, mais il faut savoir qu'en même temps, le nombre de tests a augmenté de 13%. Et donc, il y a clairement aussi un lien entre l'augmentation du nombre de nouvelles contaminations et l'augmentation du testing, tout spécialement dans certaines tranches d'âge. On va en reparler. Ceci montre effectivement qu'actuellement, nous sommes toujours sur ce plateau grâce aux efforts que nous avons en continu depuis plus de 3 mois et la situation nous permet de rester ainsi dans un certain contrôle. L'augmentation des cas se manifeste un peu partout, sauf en région de Bruxelles-Capitale et à Anvers. La semaine dernière, nous avons parlé d'une forte augmentation dans la province du Limbourg. Ceci a nettement diminué et actuellement le Limbourg a une augmentation de seulement 8%. C'est au contraire actuellement la province du Luxembourg qui connaît la plus forte augmentation avec 52%. Globalement, les augmentations se marquent actuellement plus dans le sud du pays. Il faut savoir et se souvenir qu'elles étaient plus importantes il y a quelques jours, quelques semaines dans le nord du pays et c'est une des raisons pour cette modification. Ce sont tous les groupes d'âge
ou pratiquement tous les groupes d'âge en tout cas, qui sont marqués par cette hausse, avec les plus fortes augmentations, comme vous le voyez sur la diapositive, au niveau des enfants et des adolescents, respectivement 40% pour les enfants et 32% pour les adolescents. C'est un peu moins prononcé cependant que ce que nous avions la semaine passée. On a aussi, on l'a dit, et c'est surtout dans ce groupe-là qu'on a une augmentation du nombre de tests, et donc c'est à nouveau en bonne partie à cause de l'augmentation du nombre de tests que nous avons plus de cas positifs dans ces vastes campagnes menées dans les écoles et entre autres, dans certains cas, dans les écoles primaires. Si on s'intéresse maintenant aux hospitalisations, les nouvelles hospitalisations ont, elles aussi, on l'a dit, une tendance à la baisse. La semaine passée, nous avons eu 119 nouvelles hospitalisations en moyenne par jour, ce qui est 12% de moins que par rapport à la semaine précédente. Il y a encore une petite augmentation dans la province de Namur. Ceci nous amène à avoir des chiffres de patients séjournant à l'hôpital relativement stables, on l'a dit aussi depuis des jours, si pas des semaines, entre 1800 et 1900 patients, en l'occurrence actuellement 1852 patients, dont des chiffres très très stables, 325 en l'occurrence en soins intensifs. Les chiffres de total d'hospitalisation est en petite diminution de 5%, mais ça varie un peu d'un jour à l'autre en fonction des sorties de l'hôpital. Enfin, dernier paramètre que l'on suit systématiquement, celui des décès. Là aussi, on a des fluctuations, des oscillations autour d'un même niveau et nous déplorons actuellement 48 décès en moyenne par jour, soit une diminution de 6% par rapport à la semaine précédente. Mais comme vous le voyez, par rapport à la première vague, nous restons à un taux relativement important, celui que nous avions au courant du début ou de la mi du mois de mai. Alors le message qu'on veut développer avec vous aujourd'hui est un message concernant les masques. On a beaucoup parlé des masques déjà à différentes reprises, mais l'occasion aujourd'hui est un avis du RAC qui va être incessamment publié et qui a revu la situation au vu du fait qu'en Allemagne, en Autriche, on a conseillé ou obligé les personnes à porter des masques FFP2 dans certaines circonstances et entre autres dans les transports en commun ou dans les magasins par exemple. Et donc, on va vous détailler maintenant le contenu, effectivement, de ce qui va être publié, les points essentiels. L'avis réitère le fait que les masques en tissu et que les masques jetables restent le choix standard actuellement en Belgique. Les masques en tissu sont toujours satisfaisants et les masques jetables ne sont pas nécessairement meilleurs. Ils ne doivent pas donc systématiquement remplacer les masques en tissu pour ceux qui préfèrent ce type de masque. Par contre, et ça c'est différent par rapport à ce qui existait par rapport à 2020, les écharpes, les foulards, les bandanas et autres choses bricolées, si on peut dire, qu'on a dû se permettre, entre autres au mois de mai-juin, parce qu'on manquait de masques en 2020, ne peuvent plus être utilisés comme alternative, leur pouvoir filtrant étant extrêmement aléatoire et souvent extrêmement insatisfaisant. L'avis réitère le fait qu'actuellement en Belgique, les masques FFP2 ne sont pas conseillés pour la population générale. Ces masques sont non seulement nettement plus chers, ils ne peuvent pas être en pratique réutilisés lorsqu'ils sont employés par la population générale et ils sont peu confortables. Clairement, il est redit, et ceci est ignoré par certaines personnes, que les masques qui disposent d'une soupape de ventilation ne sont pas autorisés. On ne peut donc pas les porter dans le contexte, bien sûr, de se protéger ou de protéger les autres par rapport au Covid. Ce sont des masques typiquement industriels qu'on peut acheter dans les magasins de bricolage, par exemple. Ils ont toute leur place dans le milieu industriel. Ils n'ont pas leur place ici. En effet, les gouttelettes que nous émettons peuvent sortir par cette valve et une des raisons majeures du port du masque est de protéger les autres par rapport à un portage éventuel que nous aurions sur nos voies respiratoires. Et donc ces masques n'empêchent pas de contaminer votre entourage si vous êtes porteur du virus au niveau respiratoire. Nous voulons aussi insister sur le fait que ce qui importe, c'est beaucoup plus la manière de porter le masque et la fréquence avec laquelle on le porte que le type de masque que vous pourriez porter. Et on voudrait donc rappeler un certain nombre de choses. Actuellement, en Belgique,
le masque doit être porté par toutes les personnes de plus de 12 ans dans certaines circonstances. Ces circonstances sont en classe pour les élèves du secondaire, sont dans tous les transports en commun, sont dans tous les magasins, sont dans tous les espaces publics comme les maisons communales par exemple, les bureaux de poste, les gares, et sont en plein air lorsqu'on ne peut pas avoir cette distance d'1,50 m entre les individus. C'est évidemment typiquement le cas dans des rues commerçantes, et on a encore tous vu que les rues commerçantes sont parfois très fréquentées, comme c'était le cas ce week-end, aussi bien à Bruxelles, à Charleroi ou dans d'autres villes. C'est aussi le cas systématiquement dans certaines villes ou certaines communes qui ont imposé, quel que soit l'endroit, sur la surface de la ville ou de la commune, le port du masque dans toutes les rues. Alors un point nouveau, c'est que le RAC conseille actuellement de porter également un masque au bureau ou dans tous les espaces fermés que nous partageons avec des personnes qui, bien sûr, ne sont pas des personnes de notre foyer. La question, évidemment, d'en parler par rapport au foyer à la maison. Et même si, dans ces espaces de bureau, il y a un espace de plus d'1,50 m entre les individus. C'est tout spécialement un conseil valable si on reste longtemps dans l'espace en question, qu'il ne peut pas, entre autres en hiver, être ventilé adéquatement, et certains espaces ont peu ou pas de fenêtres, et si on y parle beaucoup. On voudrait aussi vous rappeler, par ailleurs, un certain nombre de conseils concernant le port du masque. Ce sera la xème fois, mais je pense que c'est important parce que, malheureusement, à nouveau, on constate que certaines personnes le portent de manière peu adéquate et c'est une manière pudique de dire les choses. Le masque doit couvrir le visage, d'où le fait que le nom de masque buccal n'a pas beaucoup de sens. Le visage, ça veut dire qu'il doit être porté en couvrant le menton et le nez, de manière à couvrir effectivement le nez et la bouche convenablement. Il faut donc un masque qui ait une taille adéquate. Nous n'avons pas tous la même conformation et certaines personnes ont besoin de masques qui sont plus grands que d'autres, ou porter un masque trop grand si on a un petit visage n'a pas de sens puisque ce masque ne va pas s'appliquer convenablement sur le visage. Il doit donc être bien sûr bien fermé sur le côté et on vous a déjà dit que croiser par exemple des élastiques, eh bien la plupart du temps ça fait bâiller le masque. C'est peut-être plus confortable pour certains, mais il y a des espaces latéraux sur lesquels l'air peut sortir. Choisissez de préférence, qu'il soit en tissu ou un masque jetable, un masque sur lequel il y a un pont nasal. Alors que veut dire ce joli terme? C'est un petit morceau de plastique ou de métal qui est inclus dans le masque et qui va vous permettre de le plier, de le pincer sur la conformation de votre nez. Nous avons aussi des nez très différents l'un de l'autre. Ceci va vous permettre d'avoir une nettement meilleure étanchéité du masque vers le haut d'une part et surtout de garder le masque plus stable sur votre visage avec une moindre tendance à glisser et à tomber. On l'a déjà dit, mais c'est important, essayez le plus possible de vous laver les mains ou de les désinfecter avec des gels hydroalcooliques lorsque vous manipulez ce masque, avant de le mettre, après l'avoir mis, après l'avoir jeté. On sait que ce n'est pas toujours possible. Il y a des endroits où il n'y a pas de gel hydroalcoolique. C'est important d'en avoir le plus possible dans l'espace public, comme les gares, les stations de métro par exemple. Mais quand c'est possible, essayez de prendre cette précaution supplémentaire. On vous a conseillé de garder le masque dans des sachets en plastique ou autre. On se rend compte que ce n'est pas toujours faisable. Si c'est faisable, bien sûr, faites-le. Sans ça, mettez-le dans votre poche, on est d'accord. Mais essayez de ne pas le déposer n'importe où, entre autres sur des surfaces qui seront partagées avec d'autres personnes. Ou d'autres personnes pourraient éventuellement se contaminer si votre masque l'était en déposant la main quelques minutes plus tard sur l'endroit en question. Et si vous êtes amené à le faire, faites-le soit sur des structures qui peuvent être jetées, comme des feuilles de papier, soit à un endroit où on peut nettoyer après que le masque y ait séjourné. Un masque en tissu doit être changé, tout spécialement lorsqu'il est visiblement contaminé. Et il doit être remplacé régulièrement et de la même manière, il doit être lavé régulièrement, si possible à 60 degrés, parce que cette température va aider à éliminer des tas de microbes, dont le coronavirus.
Quelque chose que nous voyons souvent et qu'il est difficile pour un scientifique de comprendre, ce sont les personnes qui portent un masque mais qui l'enlèvent lorsqu'elles parlent ou qui l'enlèvent lorsqu'elles veulent téléphoner. C'est évidemment lorsque vous parlez que vous émettez le plus de particules. Vous en émettez encore plus si vous chantez, si vous criez, mais lorsqu'on parle, lorsqu'on téléphone, on émet des particules et c'est le moment où vous avez le plus besoin de porter votre masque. Si on enlève son masque, et ça c'est impossible de faire autrement pour fumer par exemple, ou pour manger, s'il vous plaît, essayez de respecter une distance de 1,50 m entre les personnes. Nous voyons tous, et c'est le cas à l'hôpital aussi, pas seulement dans les entreprises, qu'il y a des personnes qui s'infectent au travail durant les pauses cigarettes ou durant la pause déjeuner. C'est le moment où, par définition, pour boire un café ou pour fumer une cigarette, on enlève son masque, on bavarde et on est trop près l'un de l'autre et on s'infecte. Ce que l'on peut parfaitement essayer d'éviter en prenant un minimum de précautions, c'est-à-dire de faire sa pause tabac, soit seul, soit de la faire avec une distance suffisante. On est à l'extérieur, par définition, d'au moins 1,50 m entre les individus et d'éviter de se parler sans masque ainsi face à face, de manière à éviter de transmettre des particules. Enfin, on voudrait parler de manière un peu plus détaillée de ce masque FFP2 qui a fait couler de l'encre, entre autres à cause des dispositions prises en Allemagne et en Autriche. Nous portons essentiellement un masque pour que nos gouttelettes, nos microbes éventuels restent et ne se diffusent pas. Et donc le premier but du masque, c'est d'éviter de contaminer les autres, c'est donc de protéger les autres. Cet effet peut parfaitement être obtenu avec un simple masque. Le masque FFP2 est marginalement plus efficace, mais pas de manière très importante dans ce sens-là. En sens inverse, un masque FFP2 peut protéger des microaérosols, des gouttelettes en suspension. Mais il ne le fera adéquatement que dans certaines circonstances. Certaines circonstances, c'est s'il y a une forme adéquate par rapport à votre visage. Dans des milieux professionnels, comme par exemple dans les hôpitaux ou dans les endroits des entreprises où on travaille avec de l'amiante ou d'autres choses, cette forme adéquate est jugée par des tests, ce qu'on appelle un fit test, un test d'ajustage, qui se fait normalement chez une personne qui est rasée, qui n'a pas de barbe, et on essaye de voir ce qu'il en est à ce moment-là. Si le résultat du test est insuffisant, et il est insuffisant dans 10 à 20% des cas, eh bien un autre masque doit être trouvé pour qu'il y ait une sécurité au niveau du travail qui soit adéquate. C'est quelque chose qui est impossible de faire dans la population générale. Et dans le contexte en question, on va plus perdre de choses par un masque inadéquat que gagner des choses par la protection qu'il peut donner dans certaines circonstances sur les micro-aérosols. N'oubliez pas que dans le contexte des micro-aérosols, c'est la ventilation qui est la première chose qu'il faut mettre de manière adéquate. Ventiler, ventiler et ventiler. Il faut savoir que les masques FFP2, ce n'est pas très agréable à porter. Je peux vous le dire d'expérience personnelle. Ça va pendant quelques minutes, quelques dizaines de minutes. Et puis l'effort à faire pour respirer est nettement plus important. Et cela devient relativement inconfortable à porter au long cours. Sauf si bien sûr il y a une valve. Mais on l'a dit, la valve, elle met en l'air le principe même du masque. Donc la valve est interdite. On parle de masque FFP2 dans lequel il n'y a pas de valve. Le fait qu'il y ait un inconfort fera que certaines personnes vont le porter moins fréquemment ou de manière plus inadéquate en ne le portant pas bien sur le nez, par exemple. Et donc sa plus-value va entièrement disparaître. Tout ce contexte est un contexte qui fait polémique aussi dans les pays qui l'ont imposé ou fortement conseillé, comme l'Allemagne ou l'Autriche, entre autres. Et entre autres, l'Association de l'hygiène hospitalière allemande invite actuellement les autorités à lever cette obligation du port du masque FFP2, qui ne sera donc pas de mise en Belgique. Merci pour votre attention. Bonjour à tous, goedemorgen. De vaccinatie met het Pfizer-vaccin in de woonzorgcentra gaat onverminderd voort. En tegelijkertijd hebben al heel wat huisartsen en thuisverpleegkundigen die aan een woonzorgcentrum verbonden zijn, intussen ook al het vaccin toegediend gekregen. De bijwerkingen die na vaccinatie
worden gemeld blijken mild te zijn, zoals wat verhoogde temperatuur of pijn in de bovenarm. De vaccinatie in de ziekenhuizen. 2 weken geleden werd de vaccinatie van de zorgverleners in de ziekenhuizen opgestart. Het gaat in de eerste plaats om zorgverleners op spoedgevallendiensten, intensieve zorgen en de COVID-afdelingen in de ziekenhuizen. In 40 ziekenhuizen wordt hiervoor het Pfizer-vaccin gebruikt, omdat zij het vaccin op zeer lage temperatuur kunnen bewaren. In de andere algemene ziekenhuizen wordt het Moderna-vaccin gebruikt. Voor deze week wordt de levering van 25.200 in plaats van 31.200 Moderna-dosissen verwacht. Deze verminderde levering zal beperkte impact hebben op de vaccinatiecampagne in de ziekenhuizen, zolang Moderna zijn volgende leveringen, die veel groter zijn, zal nakomen. In totaal worden er deze week meer dan 64.000 eerste vaccinaties voorzien. Bijkomend zal volop de tweede dosis in de woonzorgcentra nu toegediend worden, waardoor de immuniteit de komende weken maximaal zal worden opgebouwd bij deze ouderen. Hoe ver staan we nu op onze teller? Ondertussen werden er tot en met voorbije week meer dan 280.000 mensen gevaccineerd, of om en bij de 3% van de volwassen Belgische bevolking. Deze cijfers zijn beschikbaar op de website van Sciensano en worden dagelijks geüpdate. Momenteel liggen we een lichte mate voor op ons oorspronkelijk vaccinatieschema voor de woonzorgcentra en Europees zitten we daarmee in het peloton. Hoe staat het met de vaccins? Momenteel wacht de Taskforce Vaccinatie het advies van de Hoge Gezondheidsraad af over welke doelgroepen het best met het AstraZeneca-vaccin worden ingeënt. De aangekondigde verminderde leveringen in februari omwille van productieproblemen bij AstraZeneca zullen op korte termijn de opstart van de vaccinaties in februari en maart vertragen. Vanaf april evenwel in het tweede kwartaal, als de vaccinatiecentra op kruissnelheid komen, verwachten we naast AstraZeneca ook grotere hoeveelheden van het Pfizer-vaccin en mogelijk komt dan ook het Janssen-vaccin beschikbaar. Dat laatste vergt maar 1 dosis. Als de verwachte leveringen plaatsvinden, kunnen we het schema om voor de zomer te beginnen met het vaccineren van de gezonde volwassenen, de zogenaamde fase 2, behouden. De taskforce houdt momenteel de vinger aan de pols en beseft dat de situatie van vandaag veel flexibiliteit vraagt van alle betrokkenen en zeker ook van de burger. We wensen iedereen te bedanken voor de inzet en volop in te zetten nu op de organisatie van de grootschalige vaccinatiecentra. Die zullen een essentieel onderdeel vormen om minstens 70% van de bevolking te kunnen vaccineren, van zodra de vaccins in grotere hoeveelheden beschikbaar zijn. Donc la vaccination dans les maisons de repos et de soins. La vaccination dans les maisons de repos et de soins se poursuit sans relâche. De nombreux médecins généralistes et infirmières à domicile qui y sont liés ont déjà reçu ce vaccin. Les effets secondaires signalés après la vaccination semblent être légers, une température légèrement plus élevée ou une douleur dans le haut du bras. La vaccination dans les hôpitaux. Il y a 2 semaines, la vaccination des prestataires de soins de santé a commencé. Cela concerne principalement les prestataires de soins dans les urgences, les unités de soins intensifs et les services COVID des hôpitaux. Dans 40 hôpitaux, le vaccin Pfizer est utilisé car il peut y être stocké à très basse température. Dans les autres hôpitaux aigus, le vaccin Moderna est utilisé. Cette semaine, la livraison de 25 200 doses de Moderna sera effectuée au lieu de 31 200 prévues. Cette réduction de livraison n'aura cependant qu'un impact limité sur la campagne de vaccination dans les hôpitaux. D'autres livraisons de Moderna, beaucoup plus importantes, devraient permettre de compenser cette baisse.
Ce vaccin sera administré en 2 doses à 4 semaines d'intervalle. Au total, plus de 64 000 premières vaccinations se dérouleront cette semaine. Par ailleurs, la deuxième dose sera administrée dans la maison de repos et de soins, si bien que l'immunité de ces personnes âgées sera maximisée dans les semaines à venir. Où en sommes-nous dans la campagne de vaccination? Jusqu'à la dernière semaine, 280 000 personnes ont été vaccinées, soit 3% de la population belge adulte. Ces chiffres sont disponibles sur le site web de Sciensano et sont mis à jour quotidiennement. Pour ce qui est de la vaccination dans les maisons de repos et de soins, la Belgique dispose actuellement d'une légère avance sur son calendrier initial. À l'échelle européenne, notre pays se situe dans le peloton. Quelle est la situation en ce qui concerne les futures vaccinations? La Task Force Vaccination est actuellement en attente de l'avis du Conseil supérieur de la santé visant à identifier les groupes cibles qui pourront bénéficier du vaccin AstraZeneca. La réduction de livraison annoncée par AstraZeneca du fait de ses problèmes de production devrait à court terme retarder le démarrage d'un certain nombre de vaccinations prévues en février et en mars. À partir du mois d'avril, au moment où les centres de vaccination auront atteint leur vitesse de croisière, le retard observé en février devrait pouvoir être résorbé grâce à la livraison de plus grandes quantités de vaccins, le Pfizer, AstraZeneca et potentiellement le Janssen vaccin. Si les livraisons actuellement prévues ont bel et bien lieu, le calendrier prévoyant le début de la vaccination des adultes en bonne santé avant l'été, la phase 2, sera respectée. La situation actuelle impose une grande flexibilité de la part de toutes les parties concernées, en particulier de la population. La Task Force Vaccination tient à les remercier pour leur effort, notamment dans l'organisation des centres de vaccination à grande échelle. Dès que les vaccins seront disponibles en plus grande quantité, ces centres constitueront des outils essentiels pour permettre la vaccination d'au moins 70% de la population. Merci. Merci à vous, Monsieur Ramakers, pour ces éléments. Nous allons passer maintenant aux différentes questions reçues de la presse. Je pense que nous avons 3 questions. Peut-on déjà observer un effet de la campagne de vaccination dans la maison de repos sur le nombre d'hospitalisations? Alors il faut être clair. Ce que nous savons actuellement sur l'effet du vaccin, nous le savons par les études qui ont été faites. Et les études qui ont été faites dans une population bien définie nous montrent qu'à partir de à peu près 12 jours après la première dose de vaccin, on obtient pendant un certain temps une protection déjà extrêmement importante. Les vaccins qui ont été employés à ARN messager ici donnent une protection de l'ordre de 88 à 90% dès une douzaine de jours après la première dose. Nous extrapolons donc ces données des études aux personnes qui résident dans les maisons de repos et de soins, qui sont celles qui sont massivement vaccinées, on vient de le dire, actuellement. Il est clair que ces personnes ont une structure immunologique probablement un peu plus fragile encore que celle des personnes qui sont dans les études, et donc ceci est une extrapolation. Toutes ces personnes ont maintenant reçu, à de rares exceptions près, toutes celles qui ont accepté bien sûr d'être vaccinées, ont reçu la première dose du vaccin. Lorsqu'on aura un recul d'une douzaine de jours, donc d'à peu près 2 semaines, et ceci est incessamment le cas puisque la première dose de vaccin a été administrée fin janvier aux dernières personnes qui devaient le recevoir, on devrait pouvoir avoir, dans les semaines qui viennent devant nous, dans le courant de début et mi-février, déjà un premier impact sur la santé et donc sur les éventuelles formes graves d'hospitalisation, de décès au niveau des maisons de repos et de soins dans ce contexte-là.
Mais bien sûr, comme on l'a aussi rappelé, il est important que ces personnes plus fragiles reçoivent leur deuxième dose, qui sera le cas durant le mois de février, de manière non seulement à accroître, à conforter leur immunité, mais aussi à la rendre plus durable. Ceci sera le cas durant le mois de février et donc on devrait, fin février, début mars, se trouver dans un état immunitaire le plus adéquat post-vaccinal chez la grande majorité des résidents de maisons de repos et de soins et d'avoir là l'impact majeur, le plus important par rapport aux risques qu'ils courent. Zien jullie in het aantal ziekenhuisopnames al een effect van de vaccinatiecampagne in de woonzorgcentra? Wel, het is misschien nog net iets te vroeg om daarover iets te kunnen zeggen. We zien wel al een tijdje dat het in de woonzorgcentra relatief beter gaat. Dat de ziekenhuisopnames al een hele tijd in dalende lijn gaan. Het is wel moeilijk om te zeggen of dat de vaccinatiecampagne daar al dan niet al iets mee te maken heeft. Het is zo dat sinds 25 januari de meeste bewoners in de woonzorgcentra reeds hun eerste vaccindosis gekregen hebben. En we weten uit de klinische studies van Pfizer en Moderna dat we ook na die eerste dosis al een gedeeltelijke bescherming kunnen verwachten. Die klinische studies die gebeuren natuurlijk onder ideale omstandigheden, maar toch zag men duidelijk dat vanaf 12 dagen na de eerste dosis er toch al een gedeeltelijke bescherming was tegen ziekte. En die gedeeltelijke bescherming liep op tot meer dan 80%. Het is natuurlijk de vraag of dat we dat ook gaan zien bij bewoners in woonzorgcentra die vaak in een erg fragiele gezondheid verkeren en een erg verzwakt immuunsysteem hebben. We vermoeden dat die tweede dosis ook heel belangrijk gaat zijn, in het bijzonder bij deze populatie, om die immuniteit nog aan te sterken. Die tweede dosis die wordt gegeven nu in de loop van februari. En we kunnen verwachten dat de bescherming maximaal is 1 week na de tweede dosis. Dus tegen eind februari zou de bescherming maximaal moeten zijn in de woonzorgcentra. Desalniettemin hopen we in de komende weken toch al een effect te mogen waarnemen van die eerste dosis. En hopen we een verdere daling van de ziekenhuisopnames en overlijdens te mogen noteren. Bewoners van een Waals woonzorgcentrum werden positief getest na het krijgen van een eerste dosis vaccin. Wat weten we over bescherming na de eerste dosis? Wel, het is heel belangrijk om een onderscheid te maken tussen een infectie of een besmetting en de ziekte. Een infectie of een besmetting, dat wil zeggen dat we het virus dragen in onze neus, in onze keel of in onze longen. Het virus kan daar vermeerderen, maar het gaat niet noodzakelijk ziekte veroorzaken. Sommige mensen ontwikkelen geen ziekte, andere milde ziekte en sommige heel ernstige ziekte. Er is dus een onderscheid tussen besmetting enerzijds en het optreden van de ziekte anderzijds. Vaccins werden ontwikkeld om ziekte te voorkomen, niet noodzakelijk om de infectie of de besmetting te voorkomen. Het allerbelangrijkste criterium waarop we een vaccin moeten beoordelen is of het in staat is om mensen uit het ziekenhuis te houden en uit intensieve zorgen te houden. Nu vermoeden we wel, op basis van een aantal vroegtijdige gegevens, die moeten nog aangevuld worden, dat het vaccin ook een gedeeltelijk effect zal hebben op de besmetting zelf. Het zal geen volledige blokkade zijn van het virus, maar het is wel aannemelijk dat mensen die correct zijn gevaccineerd, als ze in contact komen met het virus minder lang zullen uitscheiden en minder virus zullen uitscheiden ook. Minder virus en minder lang. Hoe belangrijk dat gaat zijn in de virusverspreiding en in de controle van de epidemie, dat wordt momenteel volop onderzocht. Nu, in het geval van dit woonzorgcentrum werden de bewoners getest 10 dagen na de eerste vaccindosis. En dat is net te vroeg om een bescherming tegen ziekte te verwachten. We moeten daarbij ook opmerken dat het belangrijk is om te weten dat het vaccin er niet voor zorgt dat mensen positief testen. Het vaccin verdwijnt heel snel uit het lichaam en bevat meestal ook geen componenten die gaan reageren met de test. Dus een vaccin veroorzaakt geen positieve test.
In dit geval is het wel interessant om te zien of dat die bewoners al dan niet ernstig ziek gaan worden. Je zou kunnen veronderstellen dat door die vroege vaccinatie of die besmetting kort na vaccinatie het vaccin misschien toch een zekere voorsprong gaat geven aan de immuniteit, zodanig dat de patiënten in kwestie het virus wat beter kunnen controleren. Des résidents d'une maison de repos wallonne ont été déclarés positifs alors qu'ils avaient reçu une première dose de vaccin. Que sait-on de la protection après la première dose? Alors la réponse à cette question va compléter la réponse à la question précédente. Il faut bien sûr faire vraiment la différence entre être positif, être porteur du virus, porter le microbe en soi-même et être malade à cause du virus. Dans le cas de quelqu'un qui est porteur, qu'on détecte positif, nouveau cas, on peut transmettre bien sûr le virus, mais on n'a pas de symptômes. Et a fortiori, on ne se trouve pas à l'hôpital ni aux soins intensifs et on ne décède pas. Les vaccins sont essentiellement construits au départ pour éviter que l'on soit malade. Et accessoirement, mais on espère cela aussi bien sûr, pour éviter qu'on puisse être porteur du microbe et en étant porteur du microbe, potentiellement le transmettre à d'autres personnes. L'intensité de cette protection concernant le portage, il est actuellement totalement inconnu pour ce vaccin. On le connaît pour d'autres vaccins, c'est rarement du 100%, mais on espère bien sûr qu'il sera le plus élevé possible, de manière justement à construire cette immunité de groupe. Ici, les personnes, comme dans d'autres maisons de repos, d'ailleurs il y a quelque temps, avaient été vaccinées 10 jours avant les tests positifs. On a connu des cas ainsi dans d'autres maisons de repos, par exemple 7 jours après avoir été vaccinés. On l'a déjà dit lors de la première réponse, on considère que c'est à peu près à partir du 12e jour qu'on a une efficacité concernant la maladie par rapport à la vaccination. Donc on est trop court avec le 10 jours. Ceci étant, il restera intéressant de voir si les personnes ainsi vaccinées, mais malgré tout porteuses du virus 10 jours plus tard, développent une infection. Ou si cette infection devient réellement sévère, on peut espérer que l'immunité qui commençait à être construite les protège d'une forme plus virulente et d'une maladie plus sévère. C'est trop tôt pour le savoir, on doit attendre bien sûr. Par ailleurs, il reste important de dire que ce test positif n'a rien à voir avec la vaccination elle-même, puisque lorsque l'on vaccine, on injecte le plan pour construire une petite partie du virus qui est celle contre laquelle notre immunité se dresse pour bloquer le vrai virus. On n'injecte pas de virus et la vaccination en elle-même, bien sûr, est évidemment incapable de produire un test PCR ou autre positif dans les voies respiratoires de quelqu'un qui a été vacciné. Quel sera l'ordre de priorité de vaccination chez les moins de 65 ans? Où pourra-t-on consulter la liste des pathologies prioritaires? La liste est disponible sur le site web du Conseil supérieur de la santé et également à infocoronavirus.be. Je peux vous donner les détails, mais donc c'est plus facile d'y consulter l'avis et aussi le rapport du Task Force Vaccination sur ce point. Wat is de prioritaire volgorde voor vaccinatie bij mensen jonger dan 65 jaar? Waar zal de lijst voor prioritaire ziekten beschikbaar zijn? Op dit ogenblik baseert de taskforce zich op een advies van de Hoge Gezondheidsraad. Dus op hun website is dat advies beschikbaar. En het is ook hernomen in het rapport van de taskforce vaccinatie over de vaccinatiestrategie. En die is terug te vinden op infocoronavirus.be. Bedankt. Merci à tous, en ce compris nos collègues interprètes. La prochaine conférence de presse aura lieu vendredi à 11h. On vous souhaite une bonne semaine.